Depuis plus de 500 ans, Melilla et sa jumelle Ceuta sont deux enclaves espagnoles, deux confettis d'Europe égarés sur le continent africain. Melilla se situe au nord-est du Maroc, sur la côte méditerranéenne. La frontière algérienne n'est qu'à 120 km. Vous voulez que je vous parle de l'immigration à Melilla? Ici, c'est un problème local, parce qu'ils viennent de là-bas, à quelques kilomètres seulement. Mais nous ne sommes pas d'accord qu'ils rentrent sans papier. Ils rentrent frauduleusement, ils rentrent par les quais, ils rentrent par les digues, par ici. Ils sont de plus en plus nombreux. Et là-haut à Gourourou, nous avons 400 immigrés. Nous ne savons pas exactement le nombre de personnes qui vivent dans la montagne. On doit se fier à ce qu'ils nous disent, ceux qui ont réussi à traverser la frontière. Leur nombre oscille entre 300 et 400 personnes. Ils attendent tous l'opportunité de franchir la frontière. Certains patientent jusqu'à 2 ans dans ces conditions à Gourourou. Gourourou, c'est une montagne. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Pas d'habitation, pas de vivre, rien. C'est une montagne. Enclave autonome et zone franche, Melilla est aussi une ville de garnison. Elle compte près de 70 000 habitants. Deux communautés cohabitent. La population espagnole, d'abord, se compose essentiellement de fonctionnaires. Ils représentent 40% des actifs de la ville. En poste pour quelques années, ils jouissent ici de privilèges salariaux et d'avantages fiscaux. La communauté marocaine, elle, est moins riche, mais gagne en importance. Si bien que désormais, à Melilla, un habitant sur 2 est de confession musulmane. Dans ce contexte, les Espagnols craignent de voir leurs effectifs en baisse, d'autant plus que le Maroc revendique régulièrement sa souveraineté sur la ville. La planète Melilla est assise sur 2 cultures. Ses habitants ont la double nationalité. Cette zone de contact de 12 km² est avant tout une porte de l'Europe et un haut lieu de l'immigration clandestine. En 1994, des flux de migrants en provenance d'Afrique subsaharienne sont apparus. Ils se sont greffés aux traditionnelles migrations maghrébines, si bien qu'aujourd'hui, la présence d'hommes noirs dans la ville n'étonne plus personne. L'État espagnol et l'Union européenne injectent des millions d'euros dans un ambitieux plan de développement pour la ville. C'est probablement le prix à payer pour dresser Melilla en sentinelle de l'Europe. Car esselée sur le front de la pauvreté, l'enclave peine à contenir les fortes pressions migratoires s'exerçant sur sa frontière. Depuis 25 ans, les politiques européennes en matière d'immigration n'ont cessé d'ériger l'Europe en forteresse. Il est devenu presque impossible de pénétrer légalement dans l'espace Schengen. Malgré tout, ni la volonté, ni la nécessité de migrer n'ont disparu. Dans ce contexte, c'est la position géographique exceptionnelle de Melilla qui la place en première ligne sur le front de l'immigration. En 1998, l'Espagne et l'Union européenne ont réagi pour se préserver des nouvelles arrivées illégales. La frontière a été blindée. La voici. Un double grillage haut de plus de 4 mètres, surmonté de barbelés. Il est ponctué de miradors et surveillé jour et nuit par les gardes civils espagnols. Entre les 2 clôtures, un no man's land large de quelques mètres sépare l'Espagne du Maroc. La barrière ceinture l'enclave sur 13 km. Parallèlement, un centre de réfugiés a vu le jour. Il se situe en périphérie, à proximité du poste frontière de Farana. Nous sommes au CETI, traduisez Centre d'accueil temporaire pour immigrés. Le centre est financé par l'Union européenne, administré par les services sociaux espagnols et géré par la Croix-Rouge locale. Des ressortissants de nombreux pays ont transité par le CETI depuis son ouverture.
L'Espagne a alors signé des accords avec des pays étrangers afin de simplifier les procédures de retour de clandestins dans leur pays d'origine. Beaucoup tentent ainsi de s'approprier une autre nationalité que la leur pour s'introduire en Europe. La mission du CETI consiste à fournir des conditions de vie décentes aux migrants en attendant que l'on statue sur leur cas. Théoriquement, dans les 3 mois, ils sauront s'ils peuvent rester en Europe ou bien s'ils sont renvoyés chez eux. Mais pour beaucoup, le temporaire s'éternise. Des Algériens sont restés ici plus de 2 ans pour être finalement expulsés. Après avoir ouvert ses portes en 1998, il a fallu doubler la capacité d'accueil du CETI dès 2001. Aujourd'hui pourtant, le centre est à nouveau saturé. Alors une vie s'est développée en marge. Les chepoulas, ces cabanes faites de briques et de brocs, abritent essentiellement des Algériens. Ici, tous les immigrés sont prisonniers de la ville. Le grillage ici à la mer, et tu choisis. Si tu n'acceptes pas cette vie, tu sors aux frontières. Il n'y a rien, on est ici désespoirés, toujours des rumeurs. Chaque semaine, chaque 15 jours, il y a l'expulsé. Ils prennent des amis, une quinzaine, une vingtaine, ça dépend. Il n'y a pas de loi ici pour nous, surtout les Algériens. Ne venez pas ici, parce que ici c'est vraiment, c'est pas de vie ici. C'est trop tard, j'ai fait un pas, je ne peux pas revenir en marche arrière. Tous ces hommes fuient leur pays, mais leurs motivations divergent. Certains menacés chez eux viennent jusqu'ici pour solliciter une protection auprès de l'Espagne. D'autres, comme Soufiane, aspirent simplement à un avenir meilleur. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'existe aucun critère pour accepter ou refuser l'asile politique. Nous avons eu des cas où les personnes ont montré qu'elles étaient persécutées politiquement, mais par faute de preuves, on ne leur a pas accordé l'asile politique. Et dans d'autres cas, la persécution était moins claire, mais nous pensons qu'on leur a accordé l'asile politique pour des raisons humanitaires, soit parce qu'elles étaient malades, soit pour des raisons économiques, ou parce que leur pays se trouvait dans une situation politique et sociale difficile, si difficile qu'elle leur aurait porté préjudice. Actuellement, il n'existe aucune norme ni critère précis pour accorder ou refuser l'asile politique. Nous et les autres organisations avec lesquelles nous travaillons, nous ne savons pas clairement quels sont les critères qui permettraient d'accepter ou de refuser l'asile politique. Malgré tout, ils sont encore nombreux à se presser aux portes de Melilla et rêvent de pénétrer cette antichambre de l'Europe. Nous quittons l'Espagne pour rejoindre le Maroc. Le poste frontière de Beni Ansar canalise à lui seul 80% des échanges entre le Maroc et Melilla. Vu d'ici, l'enclave agit comme un puissant aimant économique, dopé par son statut de zone franche. Les commerces frontaliers et toutes les contrebandes fleurissent. Reflet de notre époque, les marchandises franchissent les frontières bien plus facilement que les hommes. Aux portes de l'antichambre européenne convergent migrants marocains et algériens. Plus haut dans la montagne, à Gourgourou, des Noirs africains ont eux aussi Melilla pour objectif. Gourgourou, c'est une montagne refuge. 500 ans plus tôt, elle accueillait déjà les Marocains de Melilla, fuyant l'assaut des Espagnols. Désormais, c'est là-haut que se terrent les subsahariens, par crainte des autorités marocaines et du refoulement. That is medicine for malaria.
L'Europe, le grillage de l'Espagne, je crois que c'est une frontière. Ils ont le droit de garder leurs frontières. Mais je ne sais pas pourquoi ils vont nous maltraiter, nous faire ceci, faire cela. Si on vient clandestinement, c'est parce que le visa ne se procure pas facilement dans nos pays. 4 à 500 personnes se rassemblent par communauté sur ce flanc de montagne. Chacune vit dans son propre ghetto. Le plus important est celui des 150 Nigérians. Tous arrivent d'Afrique subsaharienne. Pas moins d'une douzaine de nationalités sont représentées. À Gourgourou, une fois encore, migrants économiques et demandeurs d'asile se croisent. Si je me suis infiltré au Maroc, c'est parce qu'on m'avait dit que ce serait facile pour moi de m'introduire en Europe. Mais arrivé là, la situation a changé. Les choses sont plus difficiles, c'est très différent de ce que l'on m'avait raconté. Maintenant, je regrette, ça fait 1 an que je suis là. Je suis un réfugié libérien, et chaque fois que j'entends les informations, mon peuple continue à mourir, et c'est pour cela que je ne peux pas rentrer dans mon pays. Il est en guerre. Leur profil, des hommes pour l'essentiel âgés de 15 à 40 ans. Beaucoup se sont exilés dans le cadre d'une stratégie de survie familiale. La pauvreté reste le plus puissant moteur de l'immigration. Parmi les enfants qui sont ici, parmi les Camerounais, les Africains qui sont ici, ce ne sont pas les idiots de leur famille, mais c'est plutôt les leaders de leur famille qui sont ici. Que ce soit la famille qui a financé le voyage, que ce soit eux-mêmes. Mais je crois que c'est quand même ceux qui ont eu l'esprit de développement, l'esprit de créativité, l'esprit de s'entraider, de développer leur région. C'est pour ça qu'ils ont pris la route. Rescapés d'un voyage aussi long que périlleux, ils arrivent ici à bout de force et complètement démunis. Sur les routes clandestines de l'immigration, ils sont victimes du désert, des rançonneurs et des refoulements policiers. En chemin, beaucoup ont perdu la vie. Dorénavant, c'est la Méditerranée et les grillages de l'Europe qui stoppent leur avancée. Gourgourou est devenu une étape obligée pour les subsahariens. Quelques milliers d'entre eux sont déjà passés par là et y ont séjourné des mois durant. Les déchets se sont amassés au sol, les conditions sanitaires sont devenues déplorables. La population de Gourgourou souffre de toutes sortes de maladies. Infections cutanées et troubles digestifs sont les plus répandus. Ici, nous vivons dans de terribles conditions. Nous devons demander la charité le long de la route. Aucune aide organisée ne leur parvient. Abandonnés à leur sort, ils s'en remettent aux bons samaritains marocains et espagnols qui leur donnent des aliments, du savon ou quelques dirhams. Si nous ne récoltons pas d'argent, il ne nous reste plus qu'à attendre les poubelles. Quand les déchets arrivent, nous récupérons la nourriture, juste pour survivre. Ils doivent leur survie à cette décharge voisine. Elle les nourrit, les habille et leur offre de quoi construire des abris de fortune.
Actuellement, je suis déjà à Gorogo. La seule chose à faire, c'est de subsister et attaquer la barrière. Ça, c'est notre quotidien. Subsister, peu importe les moyens, et attaquer la barrière. Ça, il n'y a personne qui fait autre chose que ça. Si proches du but, ils espèrent tous franchir l'ultime obstacle dans les plus brefs délais. Et dans cette énième version de David contre Goliath, ces hommes n'ont que détermination et ingéniosité à opposer à la surveillance high-tech de la frontière. Là, c'est le palais. Bref, c'est ici que moi je réside. Une seule fois que j'ouvre là comme ça, et puis moi je me baisse et puis bref. Pressé par l'Espagne, le Maroc réagit en envoyant à Gourgourou sa gendarmerie royale et ses forces auxiliaires. L'objectif est de déloger les subsahariens de la montagne. Une seule fois qu'ils ont traversé l'espace que vous voyez là, une seule fois qu'ils sont dans la forêt, ils commencent à laisser, les gendarmes commencent à descendre quoi. Ils descendent et puis ouais. Et puis bon, quand ils descendent, ils essaient de voir comment ils peuvent nous encercler, ils se partagent un peu partout et puis... Ils sont combien à peu près d'habitude? Ils sont nombreux, ils peuvent avoisiner les 400, même 300 comme ça, les gendarmes. Ils sont nombreux, ils encerclent toute la forêt. C'est pas seulement ici, parce que déjà quand ils arrivent ici, vous savez aussi là où je vous ai croisé la dernière fois, ils laissent aussi certains là-bas, il y a aussi un camion qui arrive là. Et puis aussi de l'autre côté là-bas, ils courent après nous, ils nous attrapent, ils nous agressent et puis si tu as des petits moyens, ils arrachent et puis... Quand ils viennent ici en brûlant, s'ils trouvent des petites matières comme les chaussures, les bonnes chaussures, les bons pantalons jeans... Ouais, ce que vous nous offrez les gens de Millet là. Ceux qui sont raflés sont refoulés vers l'Algérie. Libres après quelques jours de prison, ils remettront une fois encore le cap sur Gourgourou. Si le camp est là pour les réfugiés, pourquoi refuser les réfugiés? Or, si l'Union européenne ne voulait pas, il devait fermer. Donc quelque part, il y a contradiction, on ne comprend pas. Ce sont les mêmes gens qu'on manipule tous les jours. Ce n'est pas l'Afrique qui est en déplacement, non. Il n'y a pas qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voyager. Non, le nombre est bien limité. Mais le point est qu'on recycle les mêmes gens, on les envoie, ils reviennent. À force de buter sur les grillages de l'Europe, certains pensent qu'il serait plus facile de venir à bout de la Méditerranée. Les traversées à bord de Pateras, véritables rafios, peuvent se monnayer jusqu'à 2000 € auprès de passeurs marocains. Tu as entendu parler de tous les naufrages des barques comme ça? Oui, j'ai entendu, même à la télévision, j'ai regardé, j'ai vu. Mais ça ne fait pas peur. Le meilleur risque, c'est ça. Si tu ne peux pas courir ce risque-là, c'est que tu vas rester là. On est obligé de courir le risque. La situation est vraiment dramatique. Dramatique parce que tout le monde sait ce qu'il se passe, mais personne ne fait rien. À Melilla, il est difficile d'agir, mais au niveau national et international, quelque chose doit être fait, parce que la situation de ces gens au Maroc est vraiment dramatique. Vraiment, ce n'est que le sort que nous déplorons. Ce que les camarades ont dit là en haut, la souffrance est tôt. Notre rêve, c'est de partir d'ici un jour. Franchement, rester dans ce genre de conditions, c'est pas facile, c'est difficile. Ouais. En attendant, ici, une formidable force de travail se gâche. La situation, elle, se pérennise et se dégrade. Entre 2001 et 2004, la population de Gourgourou a fait plus que doubler. La première fois que j'ai rencontré Didiaou, elle a brisé mon cœur. La première fois que j'ai rencontré Didiaou, elle a brisé mon cœur. Tous ceux qui cette nuit vont affronter les barbelés s'équipent de vêtements sombres et de gants. Cette fois encore, tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont sur eux.
Environ 5 km séparent les campements de la montagne des clôtures espagnoles. Du haut de ses 19 ans, Merco mène l'équipée que nous accompagnons. Le groupe se compose de 4 Camerounais et d'un jeune Burkinabé fraîchement débarqué à Gourgourou. En toile de fond, les 1000 feux de Melilla, symbole de richesse et de convoitise. À partir d'ici, la discrétion est de rigueur. Des soldats marocains veillent dans ces cabanes qui jalonnent la frontière. Mais c'est de l'autre côté que la vigilance atteint son plus haut degré. Chaque nuit, le périmètre frontalier se transforme en une véritable ligne de front, une zone sous haute tension. Sur consigne de Merco, nous nous installons à 300 mètres de la frontière. 2 échelles cachées dans le secteur ont été récupérées. En attendant le signal, certains se reposent, d'autres discutent. Le novice, lui, est briefé, au cas où il passerait. Soudainement, nous sommes surpris quand 5 Maliens passent à l'action. À cause d'une grossière approche, ils sont aussitôt repérés. Ils n'ont pas pris la peine d'analyser le positionnement des gardes frontières. Détectés avant même d'avoir posé l'échelle sur la barrière, ils n'avaient aucune chance. Dans la minute, 3 véhicules sont sur place. La sécurisation de la frontière dépend en grande partie de l'efficace réactivité de sa garde. Barbelés, no man's land, caméras. Ici même la nuit c'est le jour, disent les clandestins. Il est 4h30 et Merco nous avertit qu'il est bientôt l'heure de la relève de la garde. Les silhouettes ramassées s'avancent dans la pénombre jusqu'au pied du mur. Après plus de 4 heures d'attente, l'assaut est lancé. Merco est le premier à ouvrir la brèche. Un garde en faction dans son mirador donne l'alerte. Les renforts tardent à arriver. Le garde se retrouve seul au pied des clôtures pour repousser les intrus. Acculé dans le no man's land, caillassé et mis en joue, Merco doit se résigner à rebrousser chemin. Il est pourtant entré à Melilla à 9 reprises et en a été expulsé autant de fois manu militari. Pour faire avorter les tentatives nocturnes des Africains, les gardes n'hésitent pas à utiliser la manière forte. À Gourgourou, les témoignages faisant état de bastonnades et de violences policières foisonnent. Nouvelle nuit infructueuse pour Merco et ses compagnons. Obstinément, ils retenteront leur chance, autant de fois qu'il le faudra. L'Espagne se félicite de l'efficacité de ses frontières africaines. À notre connaissance, pourtant, cette nuit-là, 2 Nigérians se sont infiltrés à Melilla.
La forteresse européenne reste un mythe. Les frontières les plus sophistiquées ont leurs failles. Ceux qui doivent ou veulent les franchir prennent de plus en plus de risques pour leur vie. Devenir ce qu'on a pensé, c'est ma destinée de faire carrière dans ce mar. Le temps est passé pour devenir ce qu'on a pensé, c'est ma destinée de faire carrière dans ce mer. Le retour de Mercedes dans le temps est passé. J'ai déçu ma famille en devenant ce que je suis. Que le ciel me pardonne, c'est le destin qu'il a voulu ainsi. Le temps est passé, devenu ce qu'on a pensé, c'est ma destinée de faire carrière dans ce mag. Le temps est passé pour devenir ce qu'on a pensé. Le temps est passé, devenu ce qu'on a pensé, c'est ma destinée de faire carrière dans ce mag. Je suis un prince dans mon choix, quand je lève ma voix, n'est-ce mon savoir. On me considère comme étant roi de mon devoir. Mon bras toujours au combi de bois. Essayer d'en faire une force de puissant moi.